Les pilotes de ce MD-87 sont en train d'aligner leur avion pour un départ matinal à Milan. Le brouillard dense entoure le cockpit, tandis qu'ils mettent la poussée de décollage et accélèrent sur la piste. Alors que l'avion cabre, ils voient soudain une ombre noire et un feu anti-collision devant eux. Comment cela a-t-il été possible? Restez avec nous. Merci à Curiosity Stream d'avoir sponsorisé cette vidéo. La terrible chaîne d'événements qui a conduit à la catastrophe de l'aéroport de Linate le 8 octobre 2001 a en réalité commencé de nombreuses années plus tôt. Et pour que nous puissions la comprendre, nous devons remonter loin dans l'histoire de l'aéroport où cela s'est produit. Il y a 3 aéroports principaux qui desservent la ville de Milan dans le nord de l'Italie. L'un est Milan-Bergame, l'autre est Milan-Malpensa et le troisième est Milan-Linate, dont nous allons parler aujourd'hui. Milan-Linate est le plus central de ces aéroports et son histoire a commencé dans les années 30. Après la Seconde Guerre mondiale, il est devenu de plus en plus populaire à mesure que l'industrie du tourisme se développait en Italie. Cela signifie que l'aéroport a connu plusieurs modernisations durant les années 60, 70 et également dans les années 90. Il y a 2 pistes à Milan-Linate. La piste principale, la 36 droite, qui accueille tout le trafic commercial et les jets d'affaires plus grands, et puis la piste beaucoup plus petite, la 36 gauche, qui ne fait que 600 mètres de long et qui ne sert qu'aux avions d'aviation générale. À droite de la piste principale se trouve l'aire de stationnement nord, et c'est là que stationnent tous les avions commerciaux reliés au terminal passager. L'autre aire de stationnement s'appelle l'aire ouest, qui se trouve juste à l'ouest de la petite piste 36 gauche. Sur l'aire ouest, tous les jets privés et tous les avions d'aviation générale sont normalement stationnés. Comme mentionné, l'aéroport de Linate a connu d'importantes améliorations, principalement sur la piste principale 36 droite, l'aire de stationnement nord et les voies de circulation associées. L'ouest de l'aéroport avait été négligé lors des améliorations, entraînant une dégradation des marquages et panneaux des voies de circulation. Mais ce n'était pas un gros problème, car les avions et la plupart des pilotes opérant depuis l'aire de stationnement ouest connaissaient très bien l'aéroport. Cela avait aussi entraîné une certaine complaisance vis-à-vis du contrôle aérien, où le contrôleur aérien n'écoutait peut-être pas très attentivement ce que disaient les avions qui circulaient dans cette partie de l'aéroport. Il y avait également une utilisation fréquente de l'italien, mélangé à l'anglais, du côté commercial de l'aéroport. Donc, il y avait fréquemment un mélange de 2 langues, et cela va jouer un certain rôle dans cet accident. Une amélioration qui avait été apportée du côté ouest de l'aéroport était l'ajout d'une nouvelle voie de circulation appelée Romeo 6. Cette voie de circulation a été construite dans les années 60 lorsque l'aéroport a commencé à reconnaître que beaucoup de jets privés opérant depuis l'aire de stationnement ouest avaient besoin d'accéder à la piste principale, la piste 36 droite, car ils devenaient tout simplement trop gros pour utiliser la piste plus petite. Comme cette voie de circulation a été ajoutée plus tard, cela signifiait qu'elle ne suivait pas le système de marquage standard de l'OACI. Normalement, cela fonctionne ainsi. Si vous placez une aiguille sur la piste principale et que vous commencez à la position de 12 heures, alors vous commencez à marquer les voies de circulation Roméo 1, Roméo 2, Roméo 3, Roméo 4, Roméo 5 et Roméo 6, dans le sens des aiguilles d'une montre. Mais dans ce cas, elles étaient marquées Roméo 1, Roméo 2, Roméo 3, Roméo 4, Roméo 6, puis Roméo 5. Depuis l'endroit où la voie de circulation Roméo 6 croisait la piste principale 36 droite et jusqu'à l'aire de stationnement ouest, il n'y avait pas un seul panneau vertical indiquant que cette voie de circulation s'appelait en réalité Roméo 6. Cependant, d'autres marquages figuraient sur la voie, nommés Sierra 4 et Sierra 5. Ces marquages avaient été placés là après une réunion avec l'aéroport où ils pensaient devoir augmenter la capacité de stationnement de l'aire de stationnement ouest, mais cela ne s'est jamais concrétisé, ce qui signifie que la tour n'a pas été informée de ces marquages, et cela va devenir très important bientôt. Une autre chose qui s'est produite au milieu des années 90 est que le système d'éclairage des voies de circulation a été modernisé. En général, si un aéroport doit fonctionner en conditions de faible visibilité, il faut ces feux verts de ligne centrale de roulage, et ils ont été ajoutés sur la majeure partie de l'aéroport. Cela incluait la voie Roméo 6 de la piste 36 à l'aire de stationnement ouest. Au départ, l'éclairage alternait entre jaune et vert, puis il y avait une barre d'arrêt rouge à la position d'attente 4, 3 ou à Roméo 6.
Puis ces feux verts de l'axe central se poursuivaient jusqu'au début de l'aire de stationnement ouest. Depuis l'aire de stationnement ouest vers la piste, on voyait d'abord les feux verts de l'axe central, puis la barre d'arrêt rouge, suivie des feux verts de la ligne de circulation. Maintenant, ce type de feu de ligne de circulation doit être contrôlé par la tour afin que la tour puisse, par exemple, allumer une section des feux verts de la ligne de circulation jusqu'à la barre d'arrêt rouge, puis éteindre les feux verts au-delà de la barre d'arrêt. Cela donne ainsi une indication très claire aux avions en roulage qu'ils doivent s'arrêter. Mais il s'est passé quelque chose avec ce système de ligne de circulation vers 1998, où tout à coup, la tour n'a plus pu contrôler ses feux. Ils pouvaient soit tous être allumés, soit tous éteints. Cela signifiait que si les feux verts de la ligne de circulation devaient être utilisés, la barre d'arrêt rouge serait toujours allumée aussi. Cela a mené à une situation où les pilotes qui connaissaient l'aéroport étaient également habitués à devoir franchir cette barre d'arrêt rouge pour entrer sur la piste, après avoir reçu l'autorisation du contrôleur aérien. Et je ne saurais trop insister sur l'importance de ce détail, car en tant que pilote, on nous apprend à ne jamais, jamais, jamais franchir une barre d'arrêt rouge. Donc, avoir comme procédure opérationnelle standard dans un aéroport le fait de devoir franchir une barre d'arrêt rouge allumée pour respecter une autorisation de roulage supplémentaire, c'est à mes yeux complètement insensé. Et si vous ajoutez à cela que le système de surveillance des points d'attente des voies de circulation, qui est un faisceau laser censé surveiller tous les points d'attente actifs pour s'assurer qu'aucun avion ou véhicule n'entre par inadvertance sur une piste active sans autorisation du contrôleur aérien, était également hors service depuis 1998. Vous commencez maintenant à voir que toutes les menaces latentes dans le modèle du fromage suisse du Dr. Reason commencent à s'accumuler, et nous n'en sommes même pas encore au pire, car en 1994, la direction de l'aéroport de Linate a commencé à parler de remplacer le radar de surface à Linate, mais pour une raison quelconque, ces plans n'ont jamais été mis en œuvre. Cela signifiait donc qu'en 1999, lorsque l'ancien système de radar de surface est tombé en panne, il n'a jamais été remplacé. Tôt le matin du 8 octobre 2001, un Cessna Citation 525 a décollé de Cologne, en Allemagne, et s'est dirigé vers Milan-Linate. L'aéronef appartenait à un particulier allemand, mais il avait récemment créé une société titulaire d'un AOC et était en train d'y transférer la propriété de cet avion. Mais ce jour-là, le plan de vol indiquait qu'il s'agissait d'un vol privé et l'avion devait atterrir à Milan-Linate, embarquer un autre passager, puis repartir vers Paris. Les deux vols allaient être payés par la société Cessna, car la personne qui devait être embarquée à Linate était un client potentiel pour le Cessna Citation. Le Citation était piloté par deux pilotes expérimentés, mais à la fois l'appareil et ses pilotes étaient limités au minima de catégorie 1. Cela signifiait que la plus mauvaise visibilité dans laquelle il pouvait atterrir était de 550 mètres, et la plus mauvaise visibilité pour décoller était de 400 mètres. En approchant de Linate et découvrant la météo, ils ont constaté que les conditions étaient bien pires. Le vent était calme, la visibilité n'était que d'environ 100 mètres avec un plafond nuageux à 100 pieds, et la RVR, c'est-à-dire la portée visuelle de piste, était de 175, 200 et 225 mètres, ce qui est bien en dessous des minimums de catégorie 1. L'aéroport n'avait pas encore appliqué les procédures de faible visibilité ni signalé dans l'ATIS que les approches ILS catégorie 3 étaient en vigueur. Maintenant, cela n'a pas vraiment d'importance car, en tant que pilote, vous devez surveiller quelle est votre visibilité minimale et si la météo est pire que cela, vous ne pouvez pas atterrir. C'est aussi simple que ça. Cependant, l'équipage de ce Citation a quand même commencé son approche et à 4h59 et 34 secondes, ils se sont posés sur la piste 36 droite à Linate. Après l'atterrissage, les pilotes ont demandé à remonter brièvement la piste et à sortir par la voie Roméo 6 pour rejoindre l'aire de stationnement ouest. Le contrôleur aérien a donné son autorisation, montrant que les deux pilotes connaissaient bien la voie. La configuration de Linate. Au même moment, le vol 686 de Scandinavian Airlines se préparait au départ sur l'aire de stationnement nord. L'appareil utilisé était un MD-87 et dans le cockpit se trouvaient deux pilotes très expérimentés dont les dossiers de formation montraient qu'ils avaient des compétences supérieures à la moyenne. Avec eux, il y avait 4 membres d'équipage de cabine et 104 passagers qui embarquaient. À 5h41 et 39 secondes, le copilote de Scandinavian demande l'autorisation de démarrage.
Le contrôleur aérien au sol sur la fréquence leur donne l'autorisation de démarrage et les informe également qu'ils ont une restriction de créneau à 6h16. Maintenant, une restriction de créneau est essentiellement une plage horaire définie pendant laquelle un avion est autorisé à décoller. Dans ce cas, c'est 5 minutes avant et 10 minutes après, donc entre 6h11 et 6h26. C'est très courant, surtout lorsqu'il y a des procédures de faible visibilité en cours, car il y a une limitation du nombre de mouvements d'avions autorisés sur l'aéroport à un moment donné. Le copilote a relu l'autorisation de mise en route et l'horaire de créneau, et les pilotes ont maintenant terminé leur préparation finale du poste de pilotage. À 5h54 et 23 secondes, le MD-87 a démarré ses deux moteurs et les pilotes sont maintenant prêts pour le roulage. Il demande l'autorisation de rouler et le contrôleur au sol répond en disant à Scandinavian 686 de rouler jusqu'à la position d'attente de la piste 36 et de le rappeler lorsqu'ils entreront sur la voie de circulation principale. Ceci est ensuite relu par le copilote et le MD-87 commence lentement à se déplacer dans le brouillard vers la position d'attente. L'aéroport commence maintenant à devenir vraiment animé, avec à la fois quelques avions qui arrivent et pas mal d'avions qui partent pour la première vague du matin. Environ 4 minutes après que le Scandinavian commence le roulage, le Cessna Citation stationné sur l'aire de stationnement ouest contacte le contrôleur au sol et demande l'autorisation de mise en route. Le contrôleur au sol donne à l'avion l'autorisation de mise en route ainsi que l'autorisation de départ IFR. Et cette autorisation de départ a été mal relue par le pilote, ce qui a été remarqué et corrigé par le contrôleur au sol. Lors de l'autorisation du contrôle aérien, les pilotes du Cessna Citation reçoivent aussi une restriction de créneau fixée à 6h19, soit 3 minutes après le départ de l'avion scandinave. Alors que l'autorisation a été donnée au Cessna Citation, le MD-87 de Scandinavian Airlines s'est lentement dirigé vers la voie de circulation principale. À la fin de la conversation, le pilote du MD-87 contacte le contrôleur au sol et lui indique qu'il se trouve maintenant sur la voie de circulation principale, à la hauteur de la caserne de pompiers. Le contrôleur au sol répond et demande au pilote de passer sur la fréquence de la tour 118.1. Et c'est normalement ainsi que cela fonctionne. Le contrôleur au sol gère tout le trafic sur les voies de circulation et l'aire de trafic. Puis, lorsque l'avion s'apprête à entrer sur la piste en service, il passe sur la fréquence de la tour, qui est différente. Mais cela signifie aussi que c'est la dernière fois que le Cessna Citation et le MD-87 de Scandinavian Airlines partagent la même fréquence. Après cela, ces deux avions vont communiquer sur deux fréquences différentes. Le pilote de Scandinavian Airlines s'annonce sur la nouvelle fréquence. Le contrôleur tour leur demande de poursuivre jusqu'au point d'attente de la piste 36 droite, précisant qu'ils sont 4e dans la file pour le départ. Avant d'entrer dans la séquence réelle de l'accident, je voudrais simplement partager ce court message de mon sponsor. Je sais que vous regardez mes vidéos car vous aimez apprendre et découvrir les détails techniques derrière chaque histoire. Et si c'est le cas, vous devriez vraiment jeter un œil au sponsor de cet épisode, qui est Curiosity Stream. Curiosity Stream est un service de streaming par abonnement de haute qualité. Des milliers d'histoires et documentaires d'exception réalisés par de grands cinéastes mondiaux. Je regarde actuellement une vidéo nommée Heavy Lift, The Antonov Dream, sur l'Antonov 225, qui évidemment est très triste en ce moment, mais reste très importante à regarder. Si vous trouvez que cela paraît encore plus intéressant, alors pensez à me soutenir en soutenant mon sponsor. Descends dans la description, clique sur le lien curiositystream.com/mentourpilote et utilise le code promo mentourpilote. Cela te donnera une réduction énorme de 25% sur l'abonnement annuel, qui est, attention, seulement 14,99 € par an, ce qui est un rapport qualité-prix incroyable. Revenons maintenant à la vidéo. À 6h05 et 44 secondes, le Cessna Citation contacte à nouveau le contrôleur au sol, cette fois pour demander une autorisation de rouler. Le contrôleur au sol donne l'autorisation. Delta Victor X-Ray, roulez vers le nord via Romeo 5, QNH 1013, rappelez-moi à la barre d'arrêt de l'extension de la piste principale. Le pilote du Citation répond alors « Reçu via Romeo 5 et 1013 » et je vous rappelle avant d'atteindre la piste principale. Maintenant, si vous faites un peu attention ici, vous voyez que la répétition radio ne correspond pas à l'autorisation réelle. L'autorisation réelle demande à l'avion de tourner vers le nord, de prendre la voie de circulation Romeo 5 et de s'arrêter avant l'extension de la piste. La relecture du Citation, elle, inclut bien la bonne voie de circulation Romeo 5, mais il dit aussi qu'il rappellera avant d'atteindre la piste principale. Ce sont donc deux choses différentes et cela n'est pas relevé ni corrigé par le contrôleur sol.
C'est très important car il y a une possibilité en ce moment que les pilotes du Cessna Citation aient une image mentale de la façon dont ils vont rouler et qu'ils pensent qu'ils vont repartir par le même chemin qu'à l'arrivée, c'est-à-dire la connexion la plus proche avec la piste en service. Cependant, ils répètent bien Romeo 5, qui est la voie de circulation la plus au nord. 30 secondes plus tard, un autre avion stationné sur l'aire ouest, Lima X-Ray Papa Romeo Alpha, a aussi appelé le contrôleur au sol pour demander l'autorisation de rouler. Cet avion a reçu la même instruction de roulage que celle que le Cessna Citation venait de recevoir, avec la précision supplémentaire qu'il devait maintenir sa position jusqu'à ce que le Cessna Citation roule devant lui avant de pouvoir commencer à rouler. Maintenant, si les pilotes du Citation avaient entendu cette autorisation de roulage, il est probable que cela aurait un peu amélioré leur perception de la situation, sachant qu'ils devaient passer devant un autre avion avant d'atteindre Romeo 5. Mais malheureusement, toute la conversation était en italien, donc les pilotes allemands du Citation ne l'auraient pas comprise. 2 minutes après, le pilote du Citation informe le contrôleur au sol de son approche de Sierra 4. Le contrôleur au sol est un peu confus par cela car il n'est pas au courant d'un point d'attente nommé Sierra 4. Rappelez-vous, ce sont les marquages qui ont été placés sur Romeo 6, mais personne n'en a jamais informé le contrôle aérien. Le contrôleur demande à Delta Victor X-Ray de confirmer sa position. Et le Citation, Delta Victor X-Ray, répond « Nous approchons de la piste, Sierra 4. C'est maintenant une autre occasion de résoudre cette confusion. » Le problème, c'est que cela ne fait que renforcer l'impression qu'a le contrôleur au sol que le Citation roule effectivement sur la voie Romeo 5 et qu'il se trouve en attente avant le prolongement de la piste 36. Le contrôleur au sol répond alors « Delta Victor X-Ray, bien reçu, restez à la barre d'arrêt, je vous rappelle. » Récapitulons donc la situation telle qu'elle se présente actuellement, car c'est une partie très cruciale de cet accident. Le contrôleur au sol est convaincu que Delta Victor X-Ray attend au point d'arrêt à la prolongation de la piste sur Romeo 5. Les pilotes du Cessna Citation viennent tout juste de recevoir l'instruction de s'arrêter à la barre d'arrêt pour obtenir une nouvelle autorisation. Maintenant, ils sont sur Romeo 6. C'est la mauvaise voie de circulation. Ils ont répété Romeo 5, mais il est aussi très probable qu'ils aient en tête qu'ils devraient être sur Romeo 6, et de toute façon, pendant leur roulage jusqu'à présent, il n'y a eu aucun panneau le long de la voie de circulation indiquant qu'ils sont en réalité sur Romeo 6 et non sur Romeo 5. Après la conversation, le contrôleur contacte un avion sur l'aire nord pour vérifier que la voie de circulation est libre, permettant au Cessna Citation de traverser l'aire nord et d'atteindre la voie principale jusqu'au point d'attente de la piste 36 droite. Lorsqu'il reçoit la confirmation que cet autre avion s'est écarté, il contacte de nouveau le Cessna Citation. L'autorisation que le contrôleur au sol donne maintenant au Cessna Citation est Delta Victor X-Ray, poursuivez le roulage sur l'aire principale, suivez la voie Alpha. Le pilote du Citation répond reçu, je poursuis le roulage sur l'aire principale, voie Alpha, le Delta Victor X-Ray. Le contrôleur au sol poursuit alors oui, c'est correct, et merci de me rappeler en entrant sur le taxiway principal. Nous ne saurons jamais vraiment quelles conversations ont eu lieu à l'intérieur du cockpit du Cessna Citation. Et la raison en est que le Cessna Citation n'était pas équipé d'un enregistreur de voix dans le cockpit, ce qui n'était pas obligatoire pour un avion de cette taille. Mais il est probable que cette dernière autorisation, où le contrôleur au sol leur dit de continuer vers l'aire nord, puis sur la ligne Alpha et ensuite sur le taxiway principal, ait pu être comprise comme une autorisation de traverser la piste en service vers l'aire nord, puis de tourner à droite sur le taxiway principal. Parce que ce qui se passe ensuite, c'est que le Cessna Citation roule maintenant au-delà d'un grand marquage blanc d'arrêt qui est peint sur le taxiway. Il continue ensuite au-delà de certains marquages de points d'attente qui sont peints en jaune sur le taxiway, puis ils franchissent une barre d'arrêt lumineuse rouge. Rappelez-vous celle dont nous avons parlé au début de la vidéo, celle qui ne pouvait pas être éteinte à moins de vouloir éteindre tout l'éclairage des voies de circulation. Oui, celle-là. Et comme ces pilotes connaissent bien l'INAT, il est très possible qu'ils aient déjà reçu l'autorisation de rouler au-delà des barres d'arrêt rouge auparavant dans cet aéroport. À côté de la barre d'arrêt rouge, il y a aussi un panneau vertical de point d'attente 4-3, puis ils roulent et passent un autre marquage de point d'attente sur la voie de circulation avant qu'ils n'entrent sur la piste en service 36 droite. Tout cela se passe sur la fréquence sol et le vol 686 de Scandinavian Airlines est sur la fréquence tour.
Ils étaient en file d'attente, mais maintenant ils reçoivent l'autorisation de s'aligner et d'attendre sur la piste 36 droite et à 6h09 et 28 secondes. Le contrôleur tour, alors qu'il parle à un autre avion, termine la transmission en donnant l'autorisation complète de décollage au vol 686 de Scandinavian Airlines. Les pilotes du MD-87 confirment « Décollage piste 36, transpondeur surident une fois en l'air, nous roulons, Scandinavian 686 ». Le commandant de bord règle maintenant la poussée de décollage et l'avion commence à accélérer sur la piste. La visibilité à l'extérieur des fenêtres du cockpit est toujours très mauvaise. Elle fait environ 200 mètres, donc il ne voit que quelques feux d'axe de piste en accélérant. Le copilote annonce 130 nœuds, confirmé par le commandant de bord. Il annonce ensuite V1, rotation, et l'avion commence à cabrer. Lorsque la roue de nez quitte le sol, un signal est automatiquement envoyé via le système ACARS de l'avion au siège de Scandinavian Airlines à Copenhague, indiquant que l'avion a décollé. Environ 4,8 secondes après le début de la rotation, une ombre noire et un feu anti-collision apparaissent devant le pilote du MD-87. Une demi-seconde avant l'impact, un mot inaudible est prononcé sur l'enregistreur phonique du cockpit, indiquant que le pilote a effectivement vu quelque chose. Puis, à 6h10 et 21 secondes, le MD-87 est entré en collision avec le Cessna Citation, à la hauteur du point Roméo 6. L'intersection de la voie de circulation. Le premier point d'impact est le train avant du MD-87 qui touche le stabilisateur horizontal du Citation. Le deuxième point d'impact, qui est beaucoup plus grave, est le train principal droit du MD-87, qui touche d'abord l'aile droite, puis percute le fuselage du Citation, détruisant complètement l'appareil et tuant très probablement tous les occupants à bord. La force de cet impact est si violente qu'elle arrache complètement le train d'atterrissage droit. Le train est alors repoussé vers l'arrière, il endommage les volets droits de l'aile du MD-87, avant de continuer sa course vers l'arrière et de se coincer entre le pylône moteur et le moteur droit. L'impact arrête aussitôt le moteur droit, qui tombe en panne puis se détache de l'avion. Cela provoque de nombreuses pannes électriques à l'intérieur du MD-87 et après cela, il y a de nombreux contacts entre les deux avions avant que le MD-87 ne décolle. À l'intérieur du cockpit, les pilotes luttent maintenant pour garder le contrôle de leur avion gravement endommagé. Ils atteignent une altitude de 35 pieds, soit environ 10 mètres, avant que le moteur gauche, qui a probablement ingéré beaucoup de débris lors de la collision, ne commence lui aussi à tomber en panne. Sans aucun moteur en fonctionnement, l'avion ne peut plus continuer à voler et commence maintenant à redescendre vers la piste. Il touche le sol vers l'extrémité de la piste 36 droite à une vitesse d'environ 166 nœuds. Lorsqu'il le fait, comme il lui manque maintenant le train d'atterrissage droit, le côté droit de l'aile touche le sol et commence à faire pivoter l'avion vers la droite. Les pilotes tentent maintenant de garder le contrôle directionnel de l'avion. Nous le savons car ils ont activé les inverseurs de poussée du côté gauche sur leur moteur gauche, désormais en panne. Ils l'ont fait. Ils ont sans doute agi ainsi pour tenter de ralentir l'avion, car tous les freins ne fonctionnaient alors plus à cause des dégâts subis par les systèmes hydrauliques lors de l'impact. Cependant, cela a aussi causé une poussée asymétrique à gauche, les aidant à garder un certain contrôle. Mais comme l'aile droite touchait le sol, tout l'avion a continué de pivoter jusqu'à un angle d'environ 45 degrés alors que l'avion quittait la piste à toute vitesse. Mais il a été démontré lors de tests après la catastrophe que sans ces dernières actions héroïques de l'équipage de conduite, la trajectoire de l'avion aurait été davantage vers la droite, où il aurait pu percuter des avions stationnés en cours d'embarquement pour le départ, ainsi que le bâtiment du terminal, ce qui aurait potentiellement causé la mort de beaucoup plus de personnes. Malheureusement, les pilotes ne pouvaient plus rien faire. L'avion n'a pas ralenti et a poursuivi sur une légère trajectoire vers la droite après avoir quitté la piste, finissant par s'écraser contre un bâtiment de traitement des bagages. Lorsqu'il s'est écrasé contre le bâtiment, l'avion s'est arrêté complètement alors qu'il était à 149 nœuds, ce qui a provoqué l'effondrement du toit du bâtiment sur l'appareil et l'éclatement immédiat d'un violent incendie. C'était un événement auquel on ne pouvait pas survivre et les 110 passagers et membres d'équipage ainsi que les 4 employés à l'intérieur du bâtiment ont péri sur le coup. C'était la deuxième pire collision d'avion au sol de l'histoire, juste après la terrible catastrophe de Tenerife. Mais l'histoire ne s'arrête pas là.
En raison du brouillard dense et du manque de perception de la situation à l'intérieur de la tour de contrôle aérien, le fait que cet accident ait même eu lieu n'est devenu clair pour les contrôleurs de la tour que plusieurs minutes après la catastrophe. 49 secondes après l'accident, le premier appel est arrivé à la tour. L'appelant a signalé avoir entendu des bruits ressemblant à des explosions depuis la piste, mais le contrôleur de la tour ignorait de quoi il s'agissait. Il n'avait aucun autre signe indiquant qu'il se passait quelque chose d'anormal, alors il a en grande partie ignoré l'appel. La deuxième chose qui s'est produite, c'est qu'un policier posté à l'extérieur du périmètre de l'aéroport, près de l'une des portes de l'aéroport, a appelé directement les unités de lutte contre l'incendie de l'aéroport et a dit qu'il voyait du feu sortir du bâtiment de traitement des bagages et qu'il voyait aussi des personnes semblant avoir été blessées sortir du bâtiment. Cela a poussé les pompiers de l'aéroport à envoyer immédiatement quelques-uns de leurs véhicules de lutte contre l'incendie vers le bâtiment de traitement des bagages, mais cela n'a jamais vraiment été communiqué à la tour de contrôle aérien. Le contrôleur aérien n'a été informé qu'environ 2 minutes après l'accident, il essayait de contacter l'avion scandinave par radio. N'oubliez pas qu'il devait être appuyé sur ident. Cela les aurait fait apparaître sur son écran radar, mais il ne les voyait pas. À la place, il a appelé les autres secteurs de contrôle aérien aux alentours pour voir si l'avion scandinave avait appelé sur leur secteur à la place, mais aucun des autres n'avait entendu quoi que ce soit. Environ 20 secondes après que le contrôleur tour ait passé ses appels, un pilote d'un des avions encore au poste de stationnement a appelé la tour et a dit qu'il avait parlé à son régulateur et que ce dernier avait dit avoir entendu des explosions et avoir vu quelque chose qui ressemblait à un feu qui avait filé sur la piste et avait disparu dans le brouillard. Maintenant, les contrôleurs aériens commencent à faire le lien et à 6h13:30, ils appuient sur le bouton d'alarme dans la tour. Après cela, s'ensuit une séquence de confusion presque totale dans la tour où les contrôleurs aériens essaient de comprendre ce qui s'est passé. Ils tentent aussi de contrôler tous les avions encore dehors, car ils ignorent toujours ce qui s'est vraiment passé. Il y a un énorme manque de communication entre les contrôleurs aériens et les unités de pompiers, à tel point que lorsqu'un contrôleur aérien dit aux unités principales des pompiers qu'il faut envoyer quelqu'un faire une inspection de la piste pour voir s'il y a quelque chose sur la piste, cela n'est pas compris comme un ordre direct et par conséquent, cela n'est pas fait. En conséquence, il faut presque 30 minutes avant qu'un avion qui roule sur la voie de circulation principale contacte la tour et signale qu'il voit quelque chose en train de brûler sur la piste. Le contrôleur aérien contacte alors à nouveau les services de lutte contre l'incendie et leur demande s'ils ont effectué l'inspection de la piste, ce à quoi ils répondent qu'ils ne l'ont pas fait. Ils envoient alors l'unité et enfin, après 36 minutes, ils trouvent l'épave du Cessna Citation sur la piste. Ils éteignent rapidement l'incendie et en informent le contrôle aérien. L'enquête sur ce terrible accident a abouti à l'un des rapports les plus accablants que j'ai jamais lus contre un aéroport et une autorité nationale de l'aviation. L'enquête a essentiellement conclu qu'il y avait un manque d'organisation à l'aéroport de Linate, résultant de la mauvaise collaboration entre plusieurs autorités différentes. L'absence d'un système de gestion de la sécurité et un climat de signalement toxique faisait que les employés craignaient de signaler des problèmes de sécurité par peur d'être licenciés. L'accident a été directement causé par la mauvaise visibilité ce jour-là. L'absence d'aide visuelle et de marquage a probablement conduit le Cessna Citation à emprunter la mauvaise voie de circulation. Il n'y avait aucun autre marquage qui aurait pu indiquer au Cessna qu'il se trouvait sur la mauvaise voie de circulation et il y avait également un manque de conscience de la situation entre la tour de contrôle et le Cessna Citation, ce qui a finalement conduit l'avion à pénétrer sur la piste en service et à mener à la collision. Personne n'a jamais contesté que le Cessna Citation ait atterri avec des minima inférieurs à ceux prévus dans leur plan de vol, ni qu'ils aient roulé dans des conditions bien plus mauvaises que celles autorisées au décollage. Les raisons réelles des pilotes du Citation resteront sans doute inconnues, mais une pression commerciale a probablement influencé leur décision. En outre, le rapport a également évoqué l'utilisation inappropriée de l'utilisation simultanée de l'anglais et de l'italien sur la même fréquence, la répétition erronée des instructions par les pilotes qui n'a pas été correctement détectée par le contrôleur aérien, et ils ont également constaté qu'aucune formation récurrente appropriée n'était dispensée aux contrôleurs aériens à l'aéroport de Linate. Il a également été constaté que l'absence de radar au sol et de système de surveillance au point d'attente Roméo 6 avait également contribué à l'accident.
Tout cela a conduit à 18 recommandations différentes qui devaient être mises en œuvre afin de rendre l'INAT plus sûr. Les enquêteurs ont été stupéfaits de réaliser que seulement 24 heures avant cette incursion fatale sur la piste, une autre incursion sur la piste avait eu lieu et que c'était un phénomène assez courant à l'aéroport. Cet accident a conduit à de nombreuses améliorations dans le secteur de l'aviation, en particulier lors des procédures par faible visibilité, ainsi que dans la manière dont les aéroports installent la signalisation et se comportent en conditions de brouillard. Mais pour conclure, en lisant ce rapport, j'ai vraiment eu beaucoup de peine pour les pilotes du MD-87. Ils ont tout fait correctement depuis le repoussage de l'avion jusqu'à la collision et même après la collision. Leurs compétences et leur professionnalisme ont brillé tout au long de cette histoire terrible et cela a probablement empêché cet accident de devenir une catastrophe encore plus grande. Maintenant, si vous voulez voir la vidéo que j'ai réalisée sur la pire collision d'avion au sol au monde, alors regardez la vidéo juste ici. Si vous voulez me soutenir dans le travail que je fais, vous pouvez vous offrir un de mes produits dérivés ou rejoindre mon équipe sur Patreon. Je sais que vous allez aimer ça et j'aimerais vous voir lors de ma prochaine rencontre hebdomadaire. Au revoir.